Bonjour Edouard. Bonjour. Voilà, tu vas pouvoir commencer ta présentation sur ton article. Très bien. Alors, tout d'abord, le document étudié aujourd'hui, il porte sur l'impact des confinements sur la consommation médicamenteuse en France. Donc, cet article, il fait état d'un rapport, le rapport EPIFAR, qui a été élaboré par un groupe d'intérêt scientifique qui réunit donc la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, ce rapport, il contient des données qui proviennent du SNDS, donc du Système national des données de santé, qui recueille tout un tas de données épidémiologiques sur la santé. Et c'est un rapport de grande envergure puisqu'il a étudié, il a analysé plus de 3 milliards de prescriptions. Ainsi, il conviendra de s'intéresser aux répercussions des confinements sur la consommation médicamenteuse en France. Donc, tout d'abord, ce qu'on a observé pendant ces périodes de confinement, c'est un effondrement complet de la consommation médicamenteuse pour la plupart des classes médicamenteuses. Alors, déjà, cela s'explique par un report d'un grand nombre d'opérations. En effet, on sait que lorsqu'on a opéré, il y a un grand nombre de médicaments qui sont prescrits, notamment pour éviter les complications post-opératoires. C'est le cas, par exemple, des statines ou des anticoagulants. On a, par exemple, moins 300 000 traitements par statine qui ont été prescrits en moins pendant cette période de confinement et moins 230 000 pour les anticoagulants. On a également, durant cette période de crise sanitaire de Covid, des médicaments qui ont été déconseillés en association avec le virus, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et donc, on a observé moins de 2,8 millions de prescriptions de ce type de médicaments. L'autre conséquence de la baisse de prescription des INS, ça a été la baisse très importante de consommation d'IPP, donc d'inhibiteurs de pompe à protons, puisqu'on sait qu'il y a un lien qui existe entre la consommation des INS et les IPP. En effet, les INS sont pourvoyeurs d'ulcères gastro-duodénales, notamment, traités par IPP. De plus, les mesures barrières donc, ont été mises en place pour limiter la propagation du virus ont sans aucun doute limité les infections ORL et inflammatoires. C'est pourquoi on a observé moins 3,6 millions de prescriptions de corticoïdes. Et il y a également un contexte de peur qui s'est installé dans les esprits, avec une peur de consulter et d'aller dans les établissements de santé par peur de contracter le virus. Et c'est pour ça qu'on a eu une réduction du nombre d'injections de médicaments qui nécessitent un professionnel de santé, notamment les injections intraoculaires d'anti-VEGF, donc qui est utilisé pour traiter la DMLA, par exemple. C'est un antifacteur de croissance vasculaire impliqués dans le processus physiopathologique de la maladie. Et on a eu moins 500 000 également injections de produits de contraste, ce qui témoigne donc d'une baisse drastique du nombre d'examens d'imagerie qui ont été faits pendant cette période de confinement, et donc une diminution probable du taux de diagnostic durant cette période. Donc attention donc aux possibles conséquences de ce non-diagnostic et donc des retards de prise en charge qui en découlent. On a également eu une baisse de la vaccination, avec une baisse de la vaccination antitétanique pour la coqueluche, pour la diphtérie, etc. Enfin, toutes les sortes de vaccinations. Donc, ça aura aussi des conséquences dans le futur, puisqu'on sait que la vaccination est une mesure de prévention primaire, indispensable pour garantir la santé de la population. Enfin, il faudrait quand même nuancer ce propos, puisque toutes les classes médicamenteuses n'ont pas été. Enfin, la consommation médicamenteuse n'a pas diminué pour les anxiolytiques et pour les, euh, les, 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 les hypnotiques, donc les médicaments à viser plutôt pour des pathologies psychologiques ou psychiatriques. Et ça reflète notamment les conséquences sociales et les conséquences psychologiques du confinement, puisqu'on sait que ça a mis à rude épreuve euh, le moral de la population. Et donc, ces médicaments ont connu une forte hausse de leur consommation, avec plus 1,1 million de traitements anxiolytiques et plus 480 000 traitements hypnotiques. Donc, pour conclure, on voit bien que globalement, on a eu une diminution de la consommation médicamenteuse de la plupart des médicaments en France. Cependant, on a eu quand même une augmentation des anxiolytiques et des hypnotiques, ce qui témoigne de la dégradation de la santé mentale des Français. Et ça laisse, comment dire, on pourra se poser la question du coup de le possible oubli dans la stratégie sanitaire française de cette dimension psychologique de la population. On pourra également se poser la question des conséquences futures des retards de prise en charge, puisqu'on a vu qu'il y a eu
plein d'examens d'imagerie qui n'ont pas été réalisés et il y aura sans aucun doute des prises en charge tardives qui porteront préjudice au pronostic des personnes atteintes de ces maladies chroniques ou aiguës. Et enfin, on pourrait aussi se poser la question de la possible surconsommation médicamenteuse en France en temps normal, puisque là, on observe bien une baisse de la consommation médicamenteuse due au confinement, notamment pour les AINS qui étaient déconseillés avec le Covid. Mais peut-être qu'en temps normal, ces médicaments sont surconsommés et que les personnes peuvent finalement s'en passer dans certains cas. Bien sûr, certains individus s'en sont privés pour éviter les effets indésirables avec le Covid, mais peut-être que certains peuvent s'en passer. Ok, bon, on va passer aux questions. Du coup, qu'est-ce que l'ANSM pour toi? Qu'est-ce que fait l'ANSM concrètement? À quoi elle sert? Donc, l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, elle a pour but d'encadrer les essais cliniques, essais cliniques qui ont pour vocation de garantir à la fois l'efficacité et la sécurité des médicaments qui sont mis sur le marché. Et c'est donc l'ANSM qui délivre l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, et donc qui contrôle et qui régule l'ensemble de la mise sur le marché des différents médicaments proposés en France. D'accord. Donc du coup, sa plus grande mission, c'est surtout de enfin, en gros, quel est l'intérêt d'avoir comme ça une agence qui est là pour pouvoir, globaliser tout ça, concrètement? Parce que si c'était des Ben, personnes différentes, ça serait quoi le problème? le fait que ce soit centralisé, ça permet d'avoir des critères qui sont communs pour tous les médicaments, c'est-à-dire que il y a pas, chaque médicament est jugé de la même manière par le même organisme. Ça permet une transparence puisque elle est sous la dépendance, enfin c'est une organisation qui est reconnue par les pouvoirs publics, donc elle a un devoir de transparence envers la population et ça permet que chaque médicament soit contrôlé et dont on soit assuré de l'efficacité et de la sécurité avant qu'il soit disponible pour le grand public. OK. Donc, quels sont pour toi, les impacts à long terme d'une prise augmentée d'anxiolytiques? Comment ça va se parce que là, du coup, tu as bien dit dans ton article que, beaucoup de personnes prenaient plus d'anxiolytiques, c'est une chose, mais quels vont être les effets à long terme de cette prise? Alors déjà, la première conséquence de cette prise, et qui non des moindres, c'est la dépendance, puisque c'est des médicaments qui sont, plus on en prend, plus on s'y habitue, et il y a des mécanismes de tolérance qui se mettent en place, avec nécessité d'augmenter les doses. Et donc, c'est des personnes qui vont devenir de plus en plus dépendantes, qui vont finir par augmenter les doses et qui vont plus pouvoir s'en passer. Je pense par exemple aux hypnotiques pour dormir. Les personnes qui en prennent pendant cette période de confinement ou cette période de crise sanitaire, puisqu'ils ont un mal-être psychologique, ils vont s'y habituer et au final, lorsqu'ils vont les arrêter, ils vont peut-être ne plus arriver à dormir. Et donc, ça va poser un véritable problème puisqu'ils vont devoir faire face à une période de transition où ils n'arriveront peut-être plus à s'en passer et pourtant ils le devront puisque c'est des médicaments qui ne peuvent pas être prescrits sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment la première conséquence, c'est la dépendance, mais il y a aussi tous les effets indésirables de ces médicaments qui sont très nombreux et qui peuvent poser des problèmes divers et variés, mais c'est vraiment des médicaments qui ne sont pas à prendre à la légère et il faut en limiter le plus possible leur prescription. Et je pense qu'avant de prescrire ce type de médicaments, il serait déjà important de prévenir peut-être le mal-être de la population française en associant aux mesures de prévention très médicalisées qu'on a pu voir apparaître ces derniers temps, des mesures peut-être de prévention également d'un point de vue psychologique, notamment sur le mal-être des étudiants, par exemple, qui traversent une période difficile et dont la dimension psychologique n'a pas forcément été prise en compte dans la stratégie sanitaire en France. Et justement, qu'est-ce que tu proposerais comme solution à ça? Si toi, tu étais, le président de la République, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Enfin, quelles actions tu aurais fait pour que, cette dimension psychologique soit mieux prise en charge, en fait? Par exemple, concernant les étudiants, je pense qu'ils se sont vraiment sentis oubliés dans cette crise sanitaire, puisque, par exemple, dans les différentes allocutions du Premier ministre ou du Président, ils n'ont que très rarement, voire jamais été mentionnés. Ça, c'est le premier point.
Donc, ils ont eu un sentiment d'oubli, d'abandon, mais également un sentiment d'injustice qui s'est fait ressentir puisque des mesures ont été prises à l'égard des personnes âgées, à l'égard des personnes qui sont dans la vie active, à l'égard des collégiens, des lycéens, des personnes dans les écoles, dans les petites classes. Mais les étudiants, aucune mesure en leur faveur n'a été prise jusqu'à très récemment. Au vu du mal-être exponentiel de cette population, le gouvernement a mis des mesures en place. Mais je pense qu'il aurait déjà fallu les laisser aller en cours en groupe très restreint, par exemple un jour par semaine, pour qu'il n'y ait pas cette rupture de contact social, puisque là, ils n'ont vraiment plus aucune vie sociale du jour au lendemain. Et également des mesures d'accompagnement, puisqu'on sait très bien, d'accompagnement financier, là je parle, puisqu'on sait très bien que les étudiants avaient pour beaucoup des jobs à côté de leurs études pour pouvoir subvenir à leurs besoins financiers. Et d'un coup, ils ont eu donc des difficultés à subvenir à leurs besoins qui n'ont pas été compensés par des aides jusqu'à très récemment, puisque maintenant ils sont aidés par des repas. Mais je pense que ces aides auraient dû se mettre en place bien plus rapidement. Ok, et ben c'était très très bien. Merci à toi d'avoir participé